Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast Auguste et Lévy. Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication Bonjour. J'ai développé l'idée qu'on pouvait rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. C'est vrai qu'on n'est pas forcé d'avoir vraiment envie de se marrer quand on a Hitler à côté de soi. Je veux dire, on peut, mais on peut rire d'Hitler en revanche. C'est ça que je veux dire. Et je crois qu'on peut, non seulement on peut rire de tout, mais on doit rire de tout. L'humour noir, c'est commencer par rire de soi, de ses misères à soi et des choses dont on a peur. La guerre atomique, le cancer, c'est des choses dont il faut rire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gabriel Dermidjian, humoriste viennois qui va nous raconter son parcours inspirant de sa formation de bijoutier aux planches des cafés-théâtres et des grandes salles parisiennes. Bonjour Gab. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous expliquer quel est ton lien avec la ville de Vienne ? Je suis né à Vienne. Ça fait maintenant quelques 57 ans, bientôt 58, au mois d'août, le 19 exact. Et depuis toutes ces années, je suis un amoureux de ma ville. Je l'aime au plus haut point. Du coup, tu as démarré une carrière d'humoriste à 33 ans. Je crois que tu étais bijoutier à la base, Ouais, c'est ça ? bijoutier, de 16 ans à 33 ans. Et puis après, j'ai tout plaqué. Je suis allé voir le banquier, je lui ai dit que je voulais être humoriste, il s'est marré, j'ai dit c'est un bon début. Et c'est quelque chose que tu nourrissais depuis l'enfance ou il y a eu un déclic à un moment Comme une envie de prendre un peu des risques. Ouais. J'ai l'impression que quand on ne prend pas de risques, on ne se sent pas vivant. Parce que des fois, je me disais, pourquoi tu fais un métier qui est parfois périlleux et difficile ? C'est parce qu'on se sent vivant. À force de ne pas prendre de risques, on tourne en rond et on commence à s'occuper de la vie des autres. C'est bien dommage. Et du coup, t'as pas eu peur un matin, tu t'es dit, allez, ça y est, c'est maintenant, je plaque tout et je me lance ou... Tellement pas. Ouais, Tellement c'est pas, un long parce chemin, que non ? quand on est dans un pays, un des plus beaux pays au monde, qu'on oublie souvent de préciser d'ailleurs, et on a quand même une tranquillité de vie. Quoi qu'il arrive, on a souvent un toit, on a de l'eau chaude quand on se douche. On oublie toutes ces choses élémentaires qui font qu'une vie peut être belle, mais on l'oublie. On va chercher ce qu'on n'a pas tout le temps. Mais moi, comme je sais la chance que j'ai d'être dans ce beau pays, je me suis dit, au pire, je retourne bijoutier, et puis voilà. À Vienne, on a très peu de modèles ou d'inspiration locale qui ont réussi à percer, comme on dit dans le milieu. On dit souvent que tout se passe à Paris. Est-ce que c'est pas un peu décourageant quand on se lance de se dire qu'on vient d'une petite ville où il n'y a pas forcément les structures ou les moyens qui peuvent t'accompagner à développer ton art ? Je crois vraiment qu'on se les donne, les moyens. En fait, je ne me suis pas fait beaucoup aider. Et quand tu décides d'un truc, tu y vas, tu tapes dedans. Et si tu commences par des festivals comme j'ai fait moi à Lyon, par exemple, et de festival en festival, tu te fais remarquer. On est dans une période où la communication, tout le monde sait tout sur tout le monde, très vite. Oui, avec Internet. Avant, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, avec Internet, c'est une autre nouvelle façon de travailler. Les outils ont complètement changé. Moi-même dans le domaine de la bijouterie, récemment je suis allé voir un pote bijoutier, je lui demandais s'il faisait tout à la main, il me dit c'est fini tout ça, c'est de la CAO maintenant, c'est des machines, c'est de l'ordinateur, c'est de la 3D, et c'est très 25 ans que j'ai laissé tomber la bijouterie. Alors dans l'humour c'est un peu pareil, les outils, le mode de communication a changé. Avant tu mettais des affiches. Maintenant, les humoristes, les jeunes humoristes qui ont déjà utilisé l'outil d'Internet ne mettent plus d'affiches. C'est archaïque. Maintenant, ils ont des réseaux et quand ils arrivent dans leur salle, il y a 1000 personnes. Ouais, c'est plein. Exactement. Et du coup, quand tu as commencé donc, sur les festivals ou dans les cafés-théâtres à Lyon, est-ce que ton ambition, c'était déjà d'en faire ton métier et ta vie à plein temps, ou est-ce que tu y allais un peu en disant, bon, on verra bien ? Pas du tout, mais je me posais pas de questions pour le demain, en fait. Je voulais faire ça. Oui, c'était faire pour faire. Il n'y avait pas d'autre choix, en fait. C'était, voilà, on verra après. Chaque jour suffit sa peine. C'était vraiment,
Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je vis comme ça. Sur 3 jours, hein. On a demandé l'hélico. Sur 3 jours, c'est-à-dire que je me dis qu'hier c'était bien, aujourd'hui j'espère que ça sera bien et que demain encore. Mais on peut réussir un avenir parce que on concentre toute notre attention sur 3 jours et pas plus, parce que si tu te projettes trop, tu te mets des freins là où il y en a peut-être pas besoin. Oui, tu imagines des choses qui arriveront peut-être jamais. Donc voilà, vivre pleinement sur l'instant. Et donc voilà, et puis on a vachement bien avancé comme ça. J'ai fait des rencontres incroyables. À tout moment, je peux arrêter ma carrière. Et me dire, ça y est, j'ai tellement pris de bonnes choses, de belles rencontres. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu imaginer rencontrer un jour. Manger 3 fois avec Michel Jonas, dont je suis absolument fan. C'est des moments de chance dans ce métier qu'on n'a pas forcément dans le domaine de la bijouterie. Quand tu es sur ton établi, c'est pas la même, quoi. Non, c'est pas pareil. Et très concrètement, comment ça se passe l'écriture d'un spectacle ? Je sais que tu t'inspires beaucoup de ton quotidien, de ta paternité. Absolument. Je suis jamais dans le nominatif. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande mode ça a changé. Par exemple, dans l'humour, les humoristes, c'est des snipers. Et ils prennent à partie le public et les gens adorent ça. Et à l'époque, quand on faisait ça, on appelait ça des béquilles dans le métier. D'accord. On disait, c'est pour... tu deviens animateur, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que quand tu as un peu de bagou, tu parles bien, tu sais faire, tu sais dire. En plus, c'est de l'impro. Et après, tu vannes les gens adorent ça. Mais nous, à l'époque, quand on faisait un truc comme ça, on disait, mais c'est complètement ringard ou quoi. Qu'aujourd'hui, c'est la grande mode. Et voilà, donc tout le monde fait des buzz sur Internet. Tu prends Redouane, tous ces gens-là qui font ça tellement bien. Mais voilà, quoi. Il faut savoir faire. Et tout le monde le fait maintenant. Et même des gens qui ne le faisaient pas, le comte d'Herbala ne le faisait pas beaucoup, fait maintenant tout le temps, et c'est une manière de communiquer. Et du coup, toi, est-ce que tu travailles avec des co-auteurs ? Est-ce que tu écris tout seul ? Ça m'arrive. Par exemple, pour Sans Marie-Thérèse, on a travaillé avec Meister, l'auteur de la BD. J'ai travaillé avec mon producteur, qui est aussi auteur. Et voilà, ça dépend des projets. Le dernier One Man que j'ai écrit, c'est avec Loïc Cassio, toujours. C'est mon producteur depuis plus de 18 ans. Donc, on est frangins et on travaille ensemble parce qu'on se donne la réplique et c'est très drôle. Et puis pour les thèmes que j'aborde sont souvent très personnels. Je parle de... le jour où j'avais la page blanche depuis 1 an, j'arrivais pas à écrire. Il y a le Covid qui arrive et tout. C'est ma fille. L'arrivée de ma fille, ça m'a dit qu'est-ce que c'est la vie, toutes ces angoisses que je n'avais pas qui arrivent, la peur de ce qui peut lui arriver. J'ai appris à avoir peur. À l'arrivée de ma fille. Avant, j'étais un trompe-la-mort. T'es insouciant. Mais t'as l'impression que rien ne peut t'arriver. Et maintenant qu'elle est là, ça a changé la donne. Ouais. Surtout que je l'ai eu tard. J'ai autant de dire que je l'aime comme un grand-père, mais c'est génial. Et puis c'est une source d'inspiration intarissable. Complet, voilà. Tu imagines le gars qui arrive. Alors bon, elle est petite pour le moment, mais elle va grandir. Je dis qu'un jour ou l'autre, il y a un gars qui va venir, ou une fille qui va venir et qui va lui demander sa main. Je suis pas prêt, mais comme je l'ai eu très tard, avec un peu de chance, je serai mort quand elle va commencer à fréquenter. Mais est-ce qu'on est un jour prêt à voir partir? Mais jamais. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, pour la charger. C'est-à-dire que je suis sa référence mec, si elle veut prendre un mec. Et il faudra qu'il s'accroche. Et combien de temps ça te demande entre les prémices, l'écriture du spectacle et les présentations en public, en salle, avec une vraie tournée Eh bien, il faut admettre que tu peux pas écrire un spectacle vite, parce que c'est les perles de Vannes, elles viennent aussi avec le temps, donc il faut compter 5-6 mois pour l'écriture. Après, il faut roder, il faut entre 40 et 60 dates pour qu'un spectacle soit fluide et bien huilé, on va dire.
Et voilà quoi, vraiment, il faut du temps, il faut du temps. Ouais. Tu as bien 2 ans en tout cas. Bah oui, et puis quand tu écris un spectacle, moi chaque spectacle que je fais c'est 4 ans. Avec Éric Blanc, on l'a joué 4 ans. J'ai fait une pièce de théâtre avec Mathilde Amet à Paris, on l'a joué 3 ans. Mais c'était du borborigme, c'était encore autre chose. Et très intéressant aussi de travailler d'autres partitions, puisqu'il n'y avait pas de texte. C'était que des intentions. On était 7 comédiens et on jouait la vie de bureau. Voilà, ça s'appelait Open Space de Mathilde Amet. C'est un challenge aussi. Ah oui, oui. Ouais. Et là, pareil, si la partition n'est pas réglée, minutée, ça fait amateur. C'est très, très précis. Ouais. On a beaucoup, beaucoup travaillé ce spectacle. Mais bon, c'était plein tous les soirs et on avait 1000 personnes qui étaient debout chaque soir. On en parlait, mais depuis quelques temps, on entend beaucoup de gens, ou même dans les médias, on entend dire que l'humour a beaucoup évolué, qu'on peut plus se permettre les mêmes choses qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, qu'aujourd'hui, un Coluche, on ne sait pas si ça passerait. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu t'interdis, toi, certains sujets ou certaines thématiques? Tu es obligé d'être dans la rondeur, à force, on étiole le propos. Et ça devient compliqué, vraiment compliqué. Après Covid, je pensais que tout le monde allait se prendre dans les bras, comme l'après-guerre, on se retrouve, on s'aime, que dalle. Les gens sont agressifs. On traverse la ville, il y a trois disputes, c'est infernal pour une place de parking. Il n'y a aucun recul sur rien, plus personne ne s'émerveille de rien. On est sur une planète qui nous accueille, qui nous offre tout plein de belles choses. On lui chie dessus. Ouais, tout prend des proportions tout de suite. Mais c'est fou le comportement des gens. Et puis moi je suis triste. J'ai du mal à être joyeux de notre monde, parce que si j'étais que moi, je m'en fous. J'ai fait une belle partie de ma vie, j'ai bien profité. Les belles années, je les ai vécues. Mais j'ai une fille. Donc à partir de là, les inquiétudes sont là. Et je me dis que l'humour, ça devient compliqué, parce que si on ne peut plus plaisanter, c'était la seule barrière, c'est une barrière de liberté si tu l'as plus. Quand je pense encore au Bataclan et tout, que tu te dis mais quelle tristesse. Et là, en parlant de ça, la preuve en est, j'ai joué sur Marie-Thérèse en Suisse. Et les extrémistes sont venus, c'est vrai ils ont porté plainte contre la pièce et contre la commune de Ried. Et donc c'était catholique intégriste qui pensait qu'on se moquait de la religion, alors que pas du tout. Elle dénonce un patriarcat qu'on a encore au Vatican. Aujourd'hui, même les bonnes sœurs sont malmenées. Les curés dirigent tout. La preuve en est, c'est qu'une femme ne peut pas donner la messe encore aujourd'hui. On est dans un monde un peu particulier. Et moi, de dénoncer ça en tant qu'homme, 230 kilos, chauve, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que comme ma belle-fille est très féministe, je lui dis, tu vois que tous les mecs sont pas jetés. Oui, et puis qu'ils peuvent porter des messages aussi. Exactement. Et puis, c'est important que tout le monde y participe. Mais je trouve que globalement, ça devient un petit peu triste. Un peu triste de se rendre compte qu'on ne peut pas rire de tout, alors qu'on devrait. C'est le seul moyen de prendre un peu de hauteur, de prendre trop au sérieux les gens. C'est Brel qui dit ça, les gens se créent des problèmes d'immortels. acceptons qu'on va mourir et que tout a un temps et que ça va... Mais mon Dieu, mais quel recul, personne n'a du recul et on se fâche pour un oui ou pour un non. Mais c'est vrai. Alors que voilà, la vie est pour moi, bien plus simple. Oui, il y a beaucoup plus grave qu'un spectacle. Ça va aller, quoi. Alors, à chaque fois que tu joues dans la région, et plus particulièrement à Vienne, c'est un peu l'événement. Est-ce que c'est spécial de jouer face à des gens qui te connaissent personnellement ? C'est à double tranchant, comme tu peux l'imaginer, parce que c'est l'histoire du cordonnier qui... tu sais, le problème, c'est que tu peux pas les surprendre plus que ça, ils te connaissent, t'es le copain. Donc c'est des fois des ambiances un peu mièvres. Y a plein de bienveillance, mais c'est pas toujours l'hilarité. Souvent je rencontre plus par exemple quand j'ai joué à Paris sur Marie-Thérèse, c'était des aficionados de la BD, ils ont explosé de rire. Mais si t'as pas la ref,
ça marche moins. Et à Vienne, il y avait pas mal de gens qui sont venus, qui n'avaient pas la et qui m'ont demandé des trucs que je faisais dans mes sketchs avant. Je dis, c'est un nouveau spectacle, c'est autre chose. Et ils ne l'entendaient pas comme ça. Donc, c'était pas mal, mais tu vois. Mais c'est pas grave, c'est Vienne. Mais de toute manière, Vienne a un crédit d'amour avec moi qui est sans limite. Inépuisable. On sait qu'à chaque vraiment. fois, c'est complet, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Ouais, mais c'est bonne guerre. Et puis, mais je trouve que tout ça est amusant. Et puis, comme je joue beaucoup ailleurs, quand je reviens, quoi qu'il arrive à Vienne, content de revenir, je suis content. Et du coup, tu l'évoquais tout à l'heure, mais dans ta carrière, tu t'es prêté à plusieurs exercices, donc le seul en scène, le théâtre, le spectacle en duo avec Éric Blanc, la musique, le cinéma. Qu'est-ce que tu as pu tirer de ces différentes expériences et est-ce qu'il y en a une que tu as préférée ? Elles sont toutes incroyables. Ouais, j'imagine. Le tournage du film que je viens de faire avec Caroline Vigneault. Ah, top. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. C'est encore une fois sur le féminisme, tu vois. Et je joue l'évêque Pierre Cochon qui a condamné Jeanne d'Arc. Et pareil, un rôle... horrible que je joue là-dedans avec un costume incroyable. Il y a Sylvie Testu, il y a Gad Elmaleh dans ce film. Et quand tu arrives et puis que tu as 80 bonhommes en technique autour de toi, tu as un tribunal avec plein de gens et que tu dois donner la réplique. Aïe, la trouille. Le temps d'un moment, ça tourne, il faut envoyer. Hein. Et puis quand t'as pas... Moi, j'ai pas pris un seul cours de théâtre, jamais. Alors peut-être que par moment, ça me joue des tours parce que c'est bien, j'aurais aimé l'avoir fait, mais j'étais bijoutier avant. Donc il a fallu que je compose et puis voilà quoi. Et ma foi, ça fait maintenant 25 ans que entre le cinéma, le théâtre et beaucoup Paris, parce que j'ai beaucoup joué à Paris, que je suis intermittent et je suis assez fier de ça. J'ai jamais lâché et puis toujours des idées d'écriture, de collaboration et voilà, ça perdure, c'est génial. Et justement, est-ce qu'à un moment, tu t'es pas dit qu'il fallait peut-être partir vivre à Paris ? Non, parce que la qualité de vie aujourd'hui, elle est là. J'ai pris le temps de la réflexion. Quand j'avais pas ma fille, je me posais pas la question. J'avais mon appartement à Paris. Je suis resté 10 ans à Paris. Et maintenant que j'ai ma môme, un coup de TGV, s'il y a un tournage, un casting, je monte. Ouais. Mais en tous les cas, là, mon bonheur, il est ici, en famille. Et puis, il y a ma mère, il y a mes sœurs. Donc, forcément, j'ai besoin d'eux. D'être aussi proche. Et puis, il ne faut pas négliger ça. Une carrière, c'est bien. Il faut de l'équilibre aussi. Une vie de bonheur, c'est bien aussi. Dernièrement, on t'a vu dans Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, t'en parlais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce spectacle, parce que du coup, ça a dû être un peu une approche différente. Incroyable. En fait, il y a 6 ans, j'ai un copain à moi qui est marionnettiste, qui est dessinateur, qui habite à Vienne, qui dessine le chien Cubitus, qui s'appelle Michel Rodrigue. Il me voit jouer, il me dit, mais des fois, t'as la gueule de Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Le compliment. Le super compliment de merde. Je dis, ah ouais, génial. Il me dit, je vais te présenter à Meister, à l'auteur, et ça serait bien qu'on envisage de le monter au théâtre. Ah ouais, c'est fou. Ça vient de lui. De fou. C'est lui l'idée. Hein. Et donc, on va donc rencontrer Meister, qui venait, lui, de faire un AVC. Donc, autant dire qu'il était pas mal diminué à ce moment-là, parce que depuis, il va beaucoup mieux. Mais à ce moment-là, il était vachement diminué. On me dit, il faudra pas le tutoyer. Et puis, moi, je tutoie tout le monde. Donc, forcément, je l'ai tutoyé. Et ça s'est super bien passé, puisque maintenant, ça fait 6 ans et on est cul et chemise avec Meister. Je vais chez eux régulièrement. Et on a un amour certain l'un pour l'autre. On s'est beaucoup aidé, lui comme moi, à des moments où des fois il y a des moments de doute sur une création de spectacle. Il nous fallait les droits. Les droits appartiennent à Glénat. Ah ouais. Et à la première, je crois où tu es venu. Oui. Et j'avais la chance d'avoir l'équipe Glénat qui nous a accordé les droits exclusifs de la pièce. Donc, il y avait Jacques Glénat qui était là. D'accord. C'est trop bien. Et donc, ce spectacle, je l'ai fait à la mano. Avant même d'avoir la production, j'ai couru partout
pour avoir de l'argent pour fabriquer le costume, parce qu'on a fait un costume plus vrai que nature. Il a fallu mouler une poitrine. On m'a moulé mon corps. Hein. Tu peux imaginer, quand tu fais 130 kilos, normalement, c'est des Apollons. On m'a mis de la cire sur moi, ça a été drôle à mourir. Après, on a sculpté une poitrine dans de la terre glaise pour qu'elle fasse 80 cm de large. C'est très lourd du coup, non ? Non, c'est de la mousse. Donc, on a fait un costume fabuleux. On a fait travailler après un costumier qui est à Fézin. Les artisans costumiers, ils nous ont fait un costume avec la couleur de la robe, tout pareil. Mais, toutes les personnes qui ont collaboré, c'est des gens fabuleux. Et souvent des Viennois. Par exemple, ma coach de danse qui m'a appris les chorégraphies, c'est Stéphanie Euxusian. Elle m'a appris les chorégraphies avant même que le projet soit lancé. Elle venait, elle travaillait avec moi. Il y avait beaucoup d'investissement de chacun. On a les musiques incroyables de Frédéric Manoukian. Frédéric Manoukian, il avait autre chose à faire. Il travaille avec les plus grands. Et il m'a composé toutes les musiques du spectacle. Un autre exemple, on avait besoin pour le air batterie que fait Sœur Marie-Thérèse de la musique de Trust. Et il fallait les autorisations. On a envoyé un message à David Jacob, le bassiste, qui est un pote depuis 20 ans. Je l'appelle, je dis David, j'ai besoin des autorisations. Et 2 heures après, on avait l'autorisation de Bernie Bonvoisin. Tout s'est aligné. Tout était aligné, tous les feux sont passés au vert d'un coup. Il nous fallait de l'argent pour le costume. On a trouvé un mécène. Lors d'une discussion, ma sœur parle avec un mécène. Enfin, un mécène, c'est un homme d'affaires. Oui. Et sa passion, c'était la BD, notamment Meister. On l'a mis sur ta route, quoi. Un truc de fou, quoi. Des fois, les éléments sont avec nous. Donc, à part les Suisses qui ont essayé d'empêcher le spectacle, mais on avait 3 voitures de police qui étaient devant le théâtre. Et ça nous a fait une pub incroyable. La salle n'était pas pleine et d'un coup on a refusé du monde. Ah non, mais c'était une expérience incroyable. Non. Alors Sœur Marie-Thérèse, et puis pareil, la croix par exemple, la croix je l'ai fait faire à un pote, menuisier, ébéniste de la région, qui fabrique des guitares lui. J'ai dit tu peux me faire la croix, il a joué le jeu, il m'a fait un bilboquet crucifix, il m'a tout fait à la main et il m'a tout offert. Pareil pour le Christ, je l'ai chiné sur le Bon Coin. Et je voulais le faire peindre en doré, et j'ai un peu de bijoutier, il m'a dit mais non, on va faire mieux, on va le dorer à leur fin. Enfin, mais on a eu vraiment tout autour de ce projet des gens fabuleux qui sont venus. Par exemple, pour la chanson que je chante, à la fin, Frédéric Manoukian, il y a juste une partie de chorale, il a fait venir dans un studio 50 personnes, une chorale complète pour faire les derniers chœurs. Non, il y a vraiment beaucoup d'investissement et de passion dans ce projet, quoi. Et donc du coup là tu me disais tout à l'heure que tu vas commencer à le tourner, tu l'as testé là pendant quelques dates. On l'a joué à l'Européen à Paris, ça a été un carton. On a eu à Paris, quand tu joues à Paris, le Parisien, quand il se déplace, quand ils veulent bien se déplacer, ils sont venus. Et on a eu un article dithyrambique. D'habitude, ils alignent. Ils ont tendance à tacler un peu. Et là, on a fait l'unanimité. C'est-à-dire que les gens... On avait peur, comme je grime pas ma voix, on avait peur que, sans changer ma voix, ça puisse parler aux gens. Et en fait, ça marche très bien. Bon, c'est bien, c'est un super projet et tu dois être content. Moi, je suis comme un dingue. Et puis, ça n'arrête pas. On modifie. Par exemple, là, on parlait... les textes, on les modifie parce que on peut pas... L'actu change en permanence. Oui, du coup, tu es obligé de d'une année à l'autre, il y a des peu, choses qui deviennent vite obsolètes dans un texte. Donc, il faut les changer. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moment ou une rencontre dans ta carrière qui t'a marqué particulièrement et que tu n'oublieras jamais, que tu garderas avec toi toujours ? Vraiment deux plein. Ou 3. Je vais en citer, par exemple, Mathilde Amet. Elle a été incroyable de métier. Elle avait une façon de me faire travailler. Dans les Viennois, il y a des gens aussi qui m'ont beaucoup inspiré.
qui je pourrais citer? Il y a forcément Bigard. Bigard, parce que j'ai travaillé 4 ans avec lui. Il était mon producteur, mon co-auteur. Et Bigard, il m'a appris énormément à me tenir sur scène, à être efficace sur scène. On aime ou on n'aime pas le personnage. Mais à l'époque, en 2000, c'était le numéro 1, Bigard. C'était le numéro 1. Et donc, je faisais toutes les premières parties de Bigard au Zénith à Paris. Ouais. Et il faut convaincre 4000 personnes, il faut y aller, quoi. Et quand tu viens de Vienne et que tu as joué dans les petits cafés-théâtres, d'un coup, tu es devant 4000, il faut être convaincant. Et donc, ça a super bien marché. Et puis, j'ai rencontré après plein d'autres gens, des musiciens. J'ai rencontré toutes les vedettes grâce à Bigard, beaucoup de personnalités. Et puis des gens de théâtre. Il y a Pierre Leric, des Épinoirs. D'ailleurs, les Épinoirs, pour ceux qui veulent savoir, en 2024, ils jouent au Manège. Britannicus, et c'est à ne pas rater. C'est la plus belle compagnie, la meilleure compagnie au monde pour moi, mais je connais pas tout. C'est pour ça que je une bonne pub. Mais Pierre Leric, il est bouleversant. C'est un mec qui écrit les spectacles, les Épinoirs, pour ceux qui connaissent. C'est fabuleux et c'est une de mes plus belles rencontres. Après, il y en a plein d'autres, il y en a tellement, je ne pourrais pas tous les citer. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune Viennois qui veut se lancer, qui veut faire de l'humour, et qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ou lui dire de ne surtout pas faire ou de ne pas attendre, des autres. Pas avoir Parce peur que du souvent, jugement, mon erreur, ça a été d'attendre qu'on m'aide. Personne n'aide personne. C'est la règle d'or. Il faut accepter que personne n'aide personne. Si tu fais le buzz, on viendra te chercher, mais pas avant. Oui, il faut se donner les moyens, en fait. Et puis croire, et puis y aller, et puis tête baissée, comme j'ai pu faire à 33 ans. Il ne faut pas dire que c'était bien en avance. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, ils ont 18 ans. Ils ont une fouille, un enthousiasme. 33 ans, mais je l'avais pareil, moi, à 33 ans. Ça part jamais. Quand on est passionné... C'est une façon de vivre. Et puis, se rendre compte de la chance de tout. La chance de... Comme je disais, on peut prendre des métiers faciles. Enfin, je dis faciles. Où on dit, je prends pas de risque, j'aime pas qu'on m'embête dans mon boulot. Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, on est face à nous-mêmes et on sent qu'on n'a rien fabriqué de sa journée. Et quand on fait 8 heures dans un travail, c'est un petit peu dommage de pas on passe à côté de prendre sa une vie, flamme en fait. de quelque chose. Mais ouais. Et puis là, je parle pas de salaire parce que si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais fait trader ou autre chose, mais c'était pas. Mais c'était. On grandit autrement aussi. Il faut aussi transmettre aux enfants. C'est-à-dire que j'ai fait à Saint-Charles, il y a le forum des métiers. Ouais. Et pareil, les enfants, je trouve incroyable qu'on leur fasse pas des formations plus régulières de théâtre. Alors les parents me disent oui, mais ils veulent pas en faire son métier. Peut-être, mais pour donner de l'assurance, une prise de parole quand on est ado, c'est la période la plus difficile avant de s'affirmer, d'arriver devant des gens. On devrait faire ça obligatoirement pour donner à ces ados la chance d'avoir confiance en eux et de se dire qu'ils ne sont pas n'importe qui. On a trop tendance à diminuer l'ado. Il faut lui laisser. Alors après, il y a les sans manières, les ados qui n'ont pas besoin de cours de théâtre pour savoir qui sont les numéros 1. Mais ça, c'est de l'éducation. C'est une autre histoire. Ouais. Voilà, c'est presque trop. Mais pour les introvertis, tous ces gens-là, si demain, moi, je devais me recycler, ça serait là-dedans que je... Avec les jeunes. Avec les jeunes. Et, ce que j'ai vu à Saint-Charles m'a beaucoup parlé. Et de parler avec eux, de leur dire prenez confiance à arriver pour un devoir devant un prof et de présenter votre même si vous l'avez appris pour avoir l'aisance du propos, ça se travaille. Oui, c'est pas naturel pour la plupart des gens. Ouais, c'est pour ça que je conseillerais bien aux gens de mettre les enfants au théâtre, même s'ils n'en font pas leur métier, quoi. On a eu la même discussion avec Jean-Paul Boutelier qu'on a interviewé sur la fondation de Jazz à Vienne. Ouais. Et il nous disait qu'il regrettait qu'aujourd'hui dans les écoles, il n'y avait pas plus de place pour l'art au sens large, que ce soit la musique, la littérature. Parce que dans toutes les familles, c'est pas toujours instruit, quoi. On n'a pas forcément des parents qui lisent beaucoup, qui écoutent de la musique, qui vont au théâtre, qui vont voir des spectacles.
Et il nous expliquait qu'à ses yeux, en fait, ça se répercutait sur... c'est pas seulement un cours de musique, ça va leur servir pour les maths, pour la vie en général, pour aller, comme tu disais, présenter quelque chose en public, aller s'adresser aux gens, plutôt que d'avoir peur d'être dans son coin. Nourrir sa vie et puis ne pas avoir de regrets après. On se casse la gueule, ça fait partie... Oui, ça arrive, c'est le jeu. Et un journaliste m'avait dit, mais vous pensez réussir ? Les humoristes, on les connaît, c'est Desproges, c'est Coluche, mais vous... Je dis, mais moi, j'ai réussi le jour où j'ai attaqué. Oui. C'est ça. Parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Le reste, c'est comme... On posait, pareil, un journaliste de Canal posait la question à mon chéri de Michel Jonas. À l'époque, il disait, comme il remplissait des salles de 300, il disait « Mais vous remplissez plus des zéniths comme avant, vous remplissez que des salles de 300, vous pensez que vous êtes obsolète un peu ?» Il a dit « Mais moi, j'ai toujours fait la même chose, écrire des chansons. Le public, c'est lui qui décide s'il doit remplir des grandes salles ou pas. » Il a raison. Lui, il n'a jamais changé son fusil d'épaule. Oui, puis il n'a jamais écrit des chansons pour être célèbre. Enfin, le but, c'est pas ça. Quoi. C'est l'ère du clash aujourd'hui. Oui. On doit clasher les gens et on pense que c'est drôle. Je ne suis pas de cette école. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais une adresse ou un endroit à Vienne à recommander c'est Flore de Café, là où on est. Et ils sont très sympas. Ils nous ont reçus et je trouve que c'est un lieu qui est un peu retiré. Oui. Je viens pas encore assez souvent parce que j'ai beaucoup à faire, mais dès que je peux, je viens, je me pose quelque part. Mais tellement d'autres endroits aussi. Mais voilà, pour le moment, ici, là, ils nous accueillent avec gentillesse toujours. Et le café est excellent, forcément. Merci beaucoup, Gab. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à venir nous donner votre avis sur les réseaux sociaux du podcast. Vous avez juste à chercher Auguste et Livy sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Vous pouvez également nous soutenir et nous aider à financer une deuxième saison du podcast en faisant un don du montant de votre choix sur notre page Tipeee. Toutes les infos sont dispo sur notre site internet augusteetlivy.fr. Vous pouvez retrouver toute l'actualité et les dates de tournée de Gab sur son site internet et ses réseaux sociaux. En attendant, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.